Au début du XXe siècle, pour savoir ce qui se passait dans le monde, les gens lisaient les journaux. C'était tout. Il y en avait de droite, il y en avait de gauche, et le journaliste même d'opinion était globalement respecté. En ce début de XXIe siècle connecté, chacun de nous accède en un clic à des milliers de sources d'informations. Les médias ne se portent pas très bien, et le journaliste est au mieux un vendu, au pire un complice des maîtres du monde. Avec l'élection de Donald Trump est né le concept de fake news, un terme qu'il applique à tous les médias qui ne brossent pas sa moumoute dans le sens du poil. Fake news. 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 Alors qui ment? Qui dit vrai? Qui a raison? Qui a tort? Qui dois-je croire? On ne sait plus. Il y en a trop. On est submergé. Et en plus, les fake news menaceraient les démocraties en pesant sur les votes. Bah oui, que le monstre du Loch Ness soit une fake news ou pas ne change rien à la marche du monde. Par contre, quand Boris Johnson répète partout que la Grande-Bretagne paye 350 millions de livres par semaine à Bruxelles, c'est faux. Mais ça a fini par porter ses fruits. Et les Britanniques ont voté pour le Brexit. Face à ce péril, qui n'est autre qu'une propagande dans un sens ou dans un autre, Emmanuel Macron a voulu une loi. Faut dire qu'il s'en est ramassé un paquet des fake news pendant sa campagne. Comme cette fausse une du respecté journal belge Le Soir, inventée de toutes pièces, accusant l'Arabie Saoudite de financer sa campagne. Retweetée par Marion Maréchal Le Pen, elle a connu un vif succès. Ou encore, plus sophistiquée, cette fausse interview d'un soi-disant proche de Delphine Ernotte expliquant que France Télévisions roulait pour Emmanuel Macron. Lorsque François Hollande n'a plus été candidat, quelle est devenue au fond la stratégie de Delphine Ernotte? C'est sûr que dès que Hollande n'a plus été candidat, bien évidemment, il a fallu soutenir coûte que coûte Macron avec l'objectif clair de faire battre Marine Le Pen. Et en fait, on voit bien que derrière Macron, c'est une manière pour Hollande de rester un petit peu aux manettes. Une enquête du journal BuzzFeed a permis de révéler que l'anonyme de France Télévisions était en fait Christophe Boucher, l'un des responsables audiovisuels du Front National. 135 000 vues pour cette fausse vidéo, partagée plus de 8000 fois. Alors pour décrypter le phénomène fake news autour d'Emmanuel Macron, on a réuni un panel d'experts. Gérald Bronner, sociologue caustique et enseignant. Jean-Marc Manac, journaliste geek, énervé et indépendant. Jean-Pierre Canet, journaliste membre du collectif Informer n'est pas un délit, énervé lui aussi. On a bien sûr donné la parole à Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, le monsieur Internet de la campagne d'Emmanuel Macron, ainsi qu'à Bruno Studer, dans son bureau doré, député et rapporteur de la proposition de loi dite Fake News. Alors c'est parti. Décryptons 3 fake news qui ont marqué la campagne, à commencer, tiens, par la supposée homosexualité d'Emmanuel Macron. Pourquoi cette idée vient facilement à l'esprit? Pourquoi elle devient si facilement virale? Il est vrai que Emmanuel Macron est marié avec une femme qui est notablement plus âgée que lui, ce qui constitue une rareté statistique. Et là encore, face à une rareté statistique, le cerveau a 2 possibilités. Soit il considère que c'est un hasard, soit il cherche un sens. Et on a beaucoup de mal, n'est-ce pas, à restreindre nos capacités à chercher un sens. Et parmi le sens possible, surtout si évidemment c'est savonné par un récit particulier qui se propose, il y a celui qu'en réalité il cacherait sa véritable sexualité, n'est-ce pas, et qu'il aurait trouvé une femme prétexte pour finalement vivre la vie qu'il souhaiterait, qui est celle de l'homosexualité. Et face à ce type d'allégation, ce qui est terrible, c'est qu'il est impossible de se défendre. Car, n'est-ce pas, on peut montrer par exemple qu'on a des enfants, on peut montrer qu'on est marié, mais on ne peut pas prouver qu'on n'est pas quelque chose. Et en particulier, on ne peut pas prouver qu'on n'est pas homosexuel. Et pourtant, 3 mois avant le premier tour de la présidentielle, un certain Nicolas Dhuicq, député Les Républicains, insinue qu'Emmanuel Macron est gay et que tout le monde va bientôt s'en rendre compte. Il affirme dans une interview au site russe Sputnik que, concernant sa vie privée, ça commence à se savoir. Il y a un très riche lobby gay qui le soutient, ça veut tout dire.
Cette information sera reprise telle qu'elle par le très droitier journal Valeurs Actuelles et va rapidement se répandre sur les réseaux sociaux. Et regardez ici, les guillemets qui permettent à ces journalistes de dire « c'est pas nous qui l'avons dit, c'est les guillemets ». Et donc cette citation de M. Duc va être utilisée par beaucoup comme une citation journalistique. Si bien qu'à la fin, on ne sait plus trop d'où ça vient et on ne sait plus trop qui a cité quoi. Bon, ça, c'est typiquement le type d'objet où il faut qu'on soit capable de se poser la question de qui avait intérêt à faire dire ce genre de choses à ce député et qui avait intérêt ensuite à faire sauter les sources. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de sources. Oui. Et à un moment, les gens disaient c'est Sputnik qui dit ça, et puis après c'est Valeurs, et puis après c'est l'Internet en général. À qui ça profite politiquement ? Là, le fait de laisser entendre que Emmanuel Macron serait gay, est-ce que ça profite à Fillon ? Je sais pas. Est-ce que ça profite à Hollande ? J'en doute. Est-ce que ça profite à Mélenchon ? Je suis un peu sceptique. Est-ce que ça profite à Marine Le Pen ? Et le fait est que ça a été en bonne partie des gens qui étaient plutôt proches de Marine Le Pen qui ont propagé cette rumeur-là. Avec ces propos-là, on est en fait dans une mécanique de création d'un complot, à mon sens. On gonfle des propos sans les étayer, sans les vérifier. L'enquête qui est présentée là ne semble pas sérieuse, ne semble pas étayée. On sent qu'elle vise un positionnement politique. Voilà. On sent qu'elle vise à dire les gays ont pris le pouvoir en France, quoi. Ça veut dire ça. On sent qu'elle vise à dire aussi que le président Macron nous ment sur la nature de sa sexualité, de son... Bon, c'est complètement délirant, voilà. Donc pour moi, la ficelle est énorme en fait. Au pic de la rumeur, surgit même du chapeau le compagnon idéal, Mathieu Gallet, beau gosse, homosexuel et patron de Radio France. Sauf que là, c'en est trop pour le candidat d'En Marche, qui va être forcé d'aborder le sujet lors de son meeting de Bobino pour faire taire ses on-dit. Donc, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon monogramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. S'il existait vraiment des preuves de son homosexualité, à coup sûr, et c'est ce qui explique aussi la passion pour ce sujet, probablement que ces preuves auraient été diffusées. Aujourd'hui, en raison de la dérégulation du marché de l'information et de la pression concurrentielle qui existe sur ce marché, il est presque impossible de tenir une information de ce genre sans la diffuser, tout simplement parce qu'on prend le risque que les concurrents le fassent avant vous. Cette pression concurrentielle, elle a des vertus, puis elle a aussi des désavantages. Elle explique qu'on rentre en quelque sorte dans une forme de tyrannie de la transparence. Et je me permets d'émettre des doutes, sans en être certain, sur le fait qu'on puisse détenir des informations sur la sexualité cachée de tel ou tel candidat important, ou acteur politique important, sans que nous ne le sachions tous. Une cagnotte dépassant les 5 000 $ sera même montée par un site d'extrême droite américain. À ce jour, elle n'a toujours pas été distribuée. 3 mois plus tard, Emmanuel Macron est qualifié pour le 2e tour de l'élection présidentielle. Et l'heure du grand débat télévisé est venue. Le 3 mai, devant 16,5 millions de téléspectateurs, peut-être un peu groggy sous le coup de ses fameuses migraines ophtalmiques, Marine Le Pen lâche une petite bombe. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. On sait. Dans les heures qui suivent, apparaît sur un forum internet un document troublant à en tête de la First Caribbean Bank aux Bahamas, qui porte la signature d'Emmanuel Macron et qui semble donc accréditer les doutes de Marine Le Pen. On a donc Marine Le Pen qui sort, c'est vraiment un élément de langage, elle n'a pas sorti de son chapeau, elle l'avait préparé. Donc le fait de dire « j'espère qu'on ne va pas découvrir que vous avez un compte offshore ». Donc est-ce que ça avait été préparé à l'avance, la capture d'écran, qui est un photomontage en fait. Ça a été démontré depuis que c'est un photomontage, il y a des moyens techniques qui permettent de savoir si c'est un photomontage ou si c'est une vraie photo. C'était un photomontage. Ou est-ce que c'est l'occasion fait le larron, quelqu'un qui suit le débat, qui voit Marine Le Pen qui parle d'un compte offshore, bon bah lui il fait le photomontage, il le balance en ligne. Les deux sont possibles. Mais en attendant, pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre d'internautes, soit des gens du staff électoral, soit des gens qui sont vraiment des militants, qui y croient, bah comme ils croient en leur candidat, ils vont essayer de démontrer que le candidat a raison. Ce faux grossier, à l'évidence, un travail d'amateur,
a été démonté en quelques heures. Mais c'est le vendredi 5 mai au soir, à 2 jours du scrutin, qu'on apprend qu'une dizaine de membres de l'équipe En Marche se sont fait pirater leur boîte mail. Les 9 gigas de contenu appelés Macron Leaks sont publiés sur un forum internet et une avalanche de fake news va déferler sur la toile. Nous sommes à 2 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle. Tic, tac, tic, tac. À minuit, on doit faire le freeze numérique, c'est-à-dire que c'est le moment où on doit bloquer les sites internet pour qu'il n'y ait plus d'éléments dynamiques dessus, parce que vous savez, on n'a plus le droit de communiquer à partir de minuit, ce qui mobilise toutes les équipes numériques de la campagne. Parce qu'il faut désactiver les modules réseaux sociaux, il faut désactiver les... Il faut faire un site compatible en droit électoral avec la période de stabilité. C'était ça qui était prévu dans cette journée-là. C'est ça qu'on avait prévu. On avait fait une simulation quelques semaines avant, on savait ce qu'on voulait faire, tout le monde était entraîné à sa mission, etc. Et puis à quelques heures de la fin de la journée, arrive ce premier compte qui dit, en anglais, « Il semblerait qu'il va y avoir des Macron Leaks ». Et qui ensuite poste un lien. Et sur ce lien, il y a un fichier torrent, un fichier de téléchargement, qui permet de récupérer plusieurs gigaoctets d'informations qui sont dites comme étant issues de boîtes mail de la campagne. Immédiatement, je vais les télécharger. On voit que ce sont effectivement des boîtes de notre système qui ont été vidées et capturées de l'autre côté. C'était une des menaces qui pesait sur nous, le phishing, c'est-à-dire de voler le mot de passe de la boîte mail d'un des collaborateurs, et grâce à ce mot de passe, de l'aspirer et de rendre public le contenu de sa boîte. Pour arriver à faire ça, il faut prendre énormément de temps pour cartographier le réseau d'En Marche, récupérer tous les adresses mail, récupérer les noms, créer l'adresse mail, arriver à l'envoyer, et puis pour arriver à faire que des gens cliquent sur le lien, bah c'est pas un mail que tu dois envoyer, c'est 5, 10, 20, 50. Donc pour arriver à choper les boîtes mail de 7 ou 8 ou 9 personnes d'En Marche, c'est des dizaines, voire des centaines de mails qui ont dû être envoyés. Donc pour arriver à envoyer des centaines de mails aussi sophistiqués que ça, bah soit tu es au chômage, tu as vachement de temps et c'est ta passion, et tu fais que ça de tes journées, soit bah, tu as été aidé parce qu'on t'a donné de l'argent pour le faire. Très vite, dans les heures qui suivent la fuite, et alors même que personne n'a eu le temps d'éplucher tous ces gigaoctets de données, apparaissent sur Twitter, sous le hashtag MacronLeaks, des extraits de mails compromettants pour le candidat et son équipe. Comme celui-ci, entre 2 membres qui s'inquiètent de la livraison de cocaïne pour Emmanuel Macron, ou celui-là, dans lequel l'un affirme se masturber en écoutant des bruits d'évier qui se vident. Bon, et baiser le peuple, rien que ça. Bref, ce seraient des dizaines de conversations compromettantes issues de l'état-major En Marche qui se retrouvent dans les trending topics de Twitter. L'élection, c'était le dimanche, là on était le vendredi soir. C'est humainement impossible, en l'espace de 24 heures, 48 heures, d'arriver à lire l'intégralité de 9 gigas de mails. Bon. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, et j'ai pas été le seul, Libération l'a fait également, en fait, on a regardé qu'est-ce qui buzzait le plus sur les réseaux sociaux. Quelles sont les accusations qui buzzent le plus. Et donc j'ai pris les accusations qui buzzaient le plus, celles qui avaient le plus de retweets, de likes, pour vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, le mail qui disait « Est-ce que tu peux acheter de la C, 3 petits points pour le boss ?» soi-disant de la coke pour le boss, le mail ne figure pas dans les leaks. C'est une création de pure pièce. Et ça buzzait la preuve que Emmanuel Macron est un cocaïnomane. Alors qu'il suffit de rechercher dans les mails pour s'apercevoir que le mail n'est pas dans la liste. Le mail qui disait que je me masturbe et je chie sur le peuple. Pareil, ce mail-là n'est pas dans les mails qui ont fuité dans les soi-disant Macron Leaks. Comment est-ce que tu fais humainement parlant pour arriver dans 9 gigas de mails à trouver que le mec, il achète de la coke? Enfin, waouh, t'es super... Donc, oui, c'est possible que ça ait été préparé à l'avance par les gens qui ont décidé de faire fuiter. Comme c'est aussi possible que c'est des gens qui se sont dit, il n'y a pas de fumée sans feu, on plutôt que me faire chier à aller chercher dans les 9 gigas, je vais fabriquer les preuves de ce que je suis persuadé qu'on finira par trouver à l'intérieur quand on aura fini d'enquêter en 3 semaines. Tu vas finir par me faire passer pour un pro Emmanuel Macron, toi. Il y a une convergence d'éléments qui montre que il y a ceux qui ont fait l'opération de phishing, il y a ceux qui ont récupéré les documents, il y a ceux ensuite qui les ont diffusés, et il y a ceux ensuite qui ont fait de la fausse news à partir de faux documents qui n'étaient pas à l'intérieur de ces emails et qui ont essayé de faire du bruit par-dessus le bruit. Il y a eu tout ça à la fois. Et je pense que tout ça n'est pas la même personne. Et le fait est qu'aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui était derrière tout ça. En revanche, les Macron Leaks livrent peu à peu de vraies informations.
On y apprend par exemple qu'un certain Alexandre Benalla, responsable de la sécurité du candidat En Marche, avait réclamé des armes pour le QG de campagne d'Emmanuel Macron. Demande qui lui sera refusée. Mais Benalla a demandé des armes. Ça, c'est une info. On entend souvent dire qu'Emmanuel Macron est arrogant. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ce type d'accrochage ne serait pas digne de la fonction présidentielle, dit-on. Alors là, du coup, c'est pas une information, c'est une opinion. Toujours le même, le président Macron avait annoncé qu'il voulait régler, une fois pour toutes, le problème des SDF. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Alors là, c'est ni une info, ni une opinion, c'est une promesse non tenue, Monsieur le Président. Presque un mensonge. Mais alors, c'est quoi une fake news ? Et comment peut-on savoir si l'information qu'on reçoit en est une ? Dans la vraie vie, une fake news, enfin une fausse information, c'est un petit peu comme le secret des affaires, c'est assez compliqué à définir. Il y a toujours eu évidemment beaucoup de fausses informations, il y a toujours eu de la propagande, il y a toujours eu des journalistes pas sérieux, il y a toujours eu des gens qui construisent des raisonnements basés sur rien mais qui ont l'air d'être sérieux, il y a toujours eu ça. Simplement, le vrai changement, c'est la puissance d'Internet, des réseaux sociaux. Encore une fois, on est passé d'une information verticalisée, où une certaine élite pseudo-intellectuelle, ou parfois vraiment intellectuelle, politique, économique, possédait l'essentiel de l'information et la délivrait au bas peuple. Internet permet de niveler tout ça, de rendre l'accès à l'information et la circulation de l'information de manière très horizontale. C'est la grande révolution et c'est fantastique. D'abord, ça permet un vrai contre-pouvoir. Mais du coup, oui, fatalement, on embarque dans cette révolution positive beaucoup de choses négatives. On embarque les complotistes, on embarque la haine. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, vous étiez au PMU, là, juste à côté, là, et vous disiez à votre copain « Ah, vraiment, machin, c'est vraiment un con ». Sauf que maintenant, vous le tweetez. Donc, on est dans cette... c'est le PMU qui, immédiatement, a pignon sur rue sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est avec ça qu'il faut réfléchir. C'est avec cet accès direct à la place publique planétaire pour dire tout et n'importe quoi. Encore une fois, il y a des règles très simples pour distinguer une vraie information d'une fausse. Il y a quelques questions auxquelles il faut répondre. Qui me parle ? Quelles preuves sont avancées ? Puis-je vérifier moi-même les preuves ? Y a-t-il un esprit contradictoire où j'éprouve moi-même où la personne qui délivre l'information a éprouvé elle-même la solidité de ces informations. En gros, est-ce qu'elle a fait un travail de journaliste, hein ? On pourrait même dire de flic, d'ailleurs. Déjà, il faut arrêter de parler de fake news. Parce que si tu regardes ce qui s'est passé aux États-Unis, fake news, maintenant, c'est utilisé essentiellement par Donald Trump pour dire que CNN, le New York Times, etc., ce sont des fake news. Que c'est les journalistes, les médias qui sont les fake news. Au point que Trump décerne lui-même les Fake News Awards. Ce qui est quand même un comble de la part d'un mec qui n'a pas arrêté de mentir, de raconter n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que fake news, c'est devenu un hashtag, c'est devenu un buzzword. Ça veut tout et rien dire. Et donc, la réalité, c'est pas des fake news, la réalité, ce sont des mensonges. Ce sont des actes de déstabilisation. Ce sont des actes d'intoxication qui peuvent émaner de particuliers, qui peuvent émaner de partis politiques ou de gens proches de partis politiques, qui peuvent émaner de services de renseignement ou de puissances étrangères. Donc l'objectif, c'est de déstabiliser un pays, pour ce qui est des fake news en matière de présidentielle. Après, la cote de popularité et la cote de confiance des journalistes et des médias a tellement baissé ces dernières années que c'est devenu un sport pour un certain nombre d'internautes d'arriver à pirater des journalistes et leur faire propager des fake news. Il y a plein de gens qui ne croient plus en rien. Donc comme ils ne croient plus en rien, parce qu'il y a tellement d'informations, c'est la stratégie russe. Quand tu regardes comment fonctionnent les médias russes, quand tu as un rapport qui te démontre que le vol MH117, c'est un lance-missile d'origine russe qui a fait qu'il a explosé en vol au-dessus de l'Ukraine, et ben qu'est-ce que font Sputnik et Russia Today ? Ils vont te balancer 9 autres théories. Parce que s'il y a 9 autres théories, pourquoi est-ce que celles des Occidentaux elles seraient plus vraies que les 9 théories qu'on va balancer ? Et c'est ça en fait les fake news, c'est créer un voile, un halo dans lequel tu vas te perdre parce que tu ne sauras plus si c'est vrai ou pas. Et moi j'ai discuté avec quelqu'un, c'est qu'à force d'avoir lu tout et n'importe quoi, il ne croyait plus en rien. Et il partait du postulat que, bah ouais, c'est peut-être les aliens qui contrôlent le monde, en fait on n'en sait rien. Moi je sais plus rien maintenant. Et donc pourquoi c'est un problème pour la démocratie ? C'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu as des gens qui ne sont pas capables d'avoir un comportement rationnel,
mais qui n'ont plus que comme comportement des comportements irrationnels. Comment une démocratie qui repose sur le fait que c'est le peuple qui va voter pour des représentants du peuple, à partir du moment où de plus en plus de gens ont des comportements irrationnels, voire conspirationnistes, ça ne peut plus fonctionner dans une démocratie. Nous y voilà. Après l'élection de Trump, après le Brexit et après s'être retrouvé en finale face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'attaque aux fake news. Et il sort une loi de son chapeau. Ben oui, c'est la tradition en France. Quand il y a un problème, on brandit le bouclier législatif. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. Et ça n'a pas traîné. Moins de 2 mois après la volonté jupitérienne, les députés En Marche inscrivaient à l'agenda parlementaire une proposition de loi en procédure accélérée. Comme s'il y avait une certaine urgence. Maintenant, effectivement, qu'il y ait une certaine volonté d'aller vite, oui, parce qu'on a des élections à protéger. Et parce que ces élections qui sont à protéger, ce sont les élections européennes qui sont absolument fondamentales pour les projets politiques qu'on veut mener. Et ça nous semble important, essentiel, de protéger ce moment qu'est la campagne électorale et qu'est le déroulement du scrutin. La loi qui est prévue, elle va permettre plus de transparence pour mieux comprendre qui sont ceux qui parlent. C'est déjà quelque chose. Qui est-ce qui parle? D'où parles-tu, camarade? Deuxième règle, qui te paye et qui paye le fait que tu puisses parler? Et troisièmement, qui finance la superdiffusion ou l'hyperdiffusion de ce message? Cette loi prévoit entre autres qu'un juge saisi en référé pourra déréférencer une information sur Internet dans les 3 mois précédant une élection nationale ou européenne. Mais comment la justice peut-elle décider en 48 heures si une information est une fake news? Ce texte de loi inquiète les magistrats et les journalistes pour une raison simple. Le fait de donner le droit à un juge de décider ce qui est vrai ou faux, potentiellement, c'est un premier pas vers la dictature. Il faut du politique sur cette question du marché de l'information, mais du politique, ça ne veut pas forcément dire une loi de type liberticide, de type punitive. Faire de la politique, ce n'est pas forcément promulguer des lois d'interdiction. Il y a plein de façons d'inciter les gens. On peut les punir, et c'est ce que manifestement va contenir cette loi, ce qui me laisse pour l'instant relativement dubitatif. Encore une fois, la régulation de ce marché peut se faire dans certains cas par la censure, c'est déjà le cas, puisqu'on interdit par exemple en France des propos négationnistes. N'est-ce pas ou diffamatoire. Donc la liberté d'expression existe très fortement dans notre pays, mais elle est relativement encadrée, nous l'acceptons, cet encadrement. Donc il n'y a rien de scandaleux à l'idée de se poser cette question, mais il faut faire attention en bon démocrate à ne pas favoriser ou à ne pas promulguer des lois qui aujourd'hui paraîtraient inacceptables et demain deviendraient en réalité liberticides dans leur application. Moi, ce dont je suis persuadé, c'est que les fake news, en tout cas, elles motivent ou elles démotivent les gens dans leur démarche d'aller voter. Et qu'à un moment donné, on voit bien qu'un certain nombre de partis politiques qui défendent des thèses contre lesquelles on se bat quotidiennement, comme des thèses nationalistes par exemple, bien ces partis politiques, ils n'ont pas besoin de gagner des électeurs pour gagner des élections. Ils ont simplement besoin que cette courbe absolument terrifiante de l'abstention continue de progresser dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Alors nous verrons bien si lors des prochaines élections, cette loi est applicable et appliquée. Mais en laisser la seule responsabilité aux politiques, c'est trop facile. Les ONG, les associations, les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les médias ont aussi leur rôle à jouer. Libération le fait avec Check News ou Le Monde avec les décodeurs, même s'il est arrivé parfois au Monde ou à Libération de se tromper. Aussi, nous avons tous un rôle à jouer, car nous sommes tous des médias à plus ou moins forte audience, selon le nombre de nos amis Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat. Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on se déteste entre nous. Leur imagination est sans bornes et leurs outils de plus en plus performants. Dans cette guerre de l'information, nous n'avons qu'une arme, notre esprit critique. Ça s'apprend et ça s'aiguise tout au long de sa vie. À moins d'accepter qu'on nous prenne pour des cons. Regardez. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time.
Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches.